Dr Bouyed, je pense qu'on commence. Je pense. Oui, on peut commencer. D'accord. Vous avez la parole. Alors, on dit la caméra d'IA. Alors, bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir à l'occasion de ce nouveau webinaire qui est organisé grâce à la collaboration des laboratoires Cooper Pharma que nous remercions vivement. Et lors de ce webinaire, Madame le professeur Bouchra Amara, professeur agrégé de pneumologie du CHU, service de pneumologie du CHU de Fès, Hassan de Fès, a eu la gentillesse de nous faire un exposé sur un sujet ô combien intéressant et surtout pendant cette pandémie, à savoir l'asthme du sujet âgé. Donc, je passe tout de suite la parole au professeur Bouchra Amara. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci, c'est Bouyed. Attendez, on ne m'a pas donné pour la caméra. Vous a demandé, d'accord. Merci. À mon tour de remercier les laboratoires Cooper de nous permettre de se réunir, même si c'est en ligne, avec tous nos collègues, donc pneumologues de la région Fès-Meknès et des autres régions. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous intéresse, nous pneumologues et également médecins généralistes, pour le traitement et la prise en charge de l'asthme de sujets âgés. J'y arrive. Donc, l'asthme de sujets âgés, je vais commencer par deux observations de notre pratique quotidienne. Donc, il s'agit, la première observation, c'est Madame Halima, qui est âgée de 66 ans. Elle est sans antécédent pathologique particulier. Elle consulte parce qu'elle est dyspnéique stade 4, asthmatique connue depuis le jeune âge, mais depuis 2 ans, malgré qu'elle est mise sous corticoïdes inhalés forte dose et bêta-2-mimétique longue durée d'action, elle reste dyspnéique avec recours fréquent au bêta-2 courte durée d'action. L'examen pleuropulmonaire y trouve des sébilans diffus à l'auscultation et la spirométrie, elle montre un trouble ventilatoire obstructif non réversible sous bêta-2 mémétique. La deuxième patiente, c'est, la deuxième patiente, c'est une patiente qui est âgée de 66 ans également, sans antécédent. Elle consulte pour la même symptomatologie, mais cette patiente, elle présente que depuis 2 ans une toux sèche avec une dyspnée stade 1 et des épisodes récurrents de sifflement thoracique, une aggravation de sa dyspnée perturbant son activité physique. L'examen pleuropulmonaire trouble également des sébilans diffus à l'auscultation et la spirométrie, elle montre cette fois-ci un trouble ventilatoire obstructif réversible sous bêta-2 mémétique. Donc, 2 tableaux différents, un tableau de patiente qui est connue asthmatique, âgée de 66 ans, et l'autre, elle ne présente que des symptômes depuis 2 ans. Est-ce que c'est vraiment un asthme ou pas un asthme? Donc, c'est quoi l'asthme de sujet âgé? L'asthme de sujet âgé, c'est l'asthme chez un sujet âgé de plus de 65 ans. J'ai mis 3 points d'exclamation. Pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce que vraiment on considère un asthme de sujet âgé après l'âge de 65 ans? Est-ce qu'on doit se poser les mêmes questions chez le sujet de 50 ans, après 50 ans? Certes, un sujet âgé, c'est plus de 65 ans, mais on est confronté à l'asthme de sujet adulte, même après l'âge, juste après l'âge de 65 ans. C'est pourquoi j'ai mis ces 3 points d'exclamation, malgré que dans la littérature, asthme de sujet âgé, ça veut dire que asthme de sujet âgé de plus de 65 ans. On a 2 tableaux cliniques différents, soit un asthme ancien vieilli, soit un asthme d'apparition tardive de nouveau. Après 65 ans, est-ce qu'on y pense fréquemment?
Sincèrement, ce n'est pas le premier diagnostic qu'on évoque chez un patient âgé de 65 ans pour évoquer dans notre pratique courante de l'asthme. Un patient dyspnéique, le plus souvent, il consulte en cardio, il va trouver une pathologie cardiaque qui va expliquer peut-être sa symptomatologie, mais pas toute la symptomatologie. Sincèrement, on n'y pense pas fréquemment, puisque les études observationnelles, chez les personnes âgées, la prévalence, elle est de 4,5 à 12,7%. Vraiment, c'est une prévalence qui est élevée. Cette étude, même si elle est ancienne de professeur Cheikh Ibn Jari en France, la prévalence chez l'homme, elle est de 7,4 et chez la femme de 5,2%. Au Canada, en 2012, 6,4% des hommes de plus de 65 ans sont asthmatiques, donc, et plus de 8,8%. Donc, c'est une prévalence élevée. Et si on voit qu'en 2016, 8,5% des personnes dans le monde étaient âgées de plus de 65 ans, donc c'est-à-dire 617 millions, le chiffre il va augmenter d'ici 2050 à 1,6 milliard. Donc, vous voyez que c'est une pathologie qui est fréquente. Sur ce tableau, on voit une comparaison en 2000 et en 2005 entre l'âge de sujets jeunes, moins de 65 ans et de plus de 65 ans. En concernant la mortalité, elle est plus élevée chez le sujet âgé, aussi bien en 2000 qu'en 2005. Le coût d'hospitalisation, il est plus élevé et la durée moyenne d'hospitalisation, elle est plus élevée chez le sujet âgé. La mortalité également, cette étude ancienne en 2001, elle est plus élevée chez le sujet âgé, mais également cette étude, donc entre 2007 et 2009, les sujets âgés sont plus, le ratio de mortalité est plus élevé chez le sujet âgé après l'âge de 65 ans, comme vous voyez sur cette figure. Pourquoi la mortalité elle est accrue chez le sujet âgé? Tout simplement parce qu'il y a un retard de diagnostic. Les asthmes, ils sont moins contrôlés chez le sujet âgé. Les traitements, ils sont inadaptés. Et on a une diminution de la perception de la dyspnée avec l'âge, ce qui rend le diagnostic plus difficile. On ne peut pas ne pas parler de la physiopathologie de l'asthme de sujets âgés. Donc, la physiopathologie, c'est la même chose. On a une obstruction bronchique avec une hypersécrétion bronchique, une infiltration des vaisseaux par des cellules immunitaires, un œdème de la muqueuse responsable donc des différents symptômes. Mais quelle est la différence entre l'asthme de sujets âgés et de l'asthme de sujets jeunes? Avec l'âge, il y a une réduction de la compliance thoracique, perte de recul élastique, une perte d'élasticité des bronches, une réduction de la force musculaire des muscles respiratoires, une obstruction bronchique plus marquée et moins réversible, une atteinte plus importante des voies aériennes. Également, avec l'âge, on a un gain pondéral plus important. Et ce gain pondéral, il affecte à la fois le travail des muscles respiratoires et le contrôle de l'asthme. Ce vieillissement, il est responsable d'un déclin de la fonction respiratoire avec une diminution de la capacité vitale et du VMS, et on va voir l'intérêt par la suite, avec une de 25 à 30 millilitres par an chez le sujet âgé et avec une augmentation parallèle du volume résiduel. Avec l'âge, il y a également des changements humains et des changements inflammatoires. Il y a une réduction des défenses contre l'infection. Le phénotype de l'asthme chez l'adulte est plutôt neutrophélique, dû au vieillissement. Peut-être également ce phénotype neutrophélique, il est lié à l'obésité, lié aux infections respiratoires chroniques, lié aux expositions prolongées aux polluants. Dans l'asthme de l'adulte, le nombre des éosinophiles est le même, mais la fonction, elle semble diminuer. Également, le nombre des lymphocytes et des macrophages diminue avec l'âge
et ce phénomène est expliqué par ce qu'on appelle l'immunosénescence. Qu'en est-il de l'allergie et le vieillissement? Chez la personne âgée, les immunoglobulines vont diminuer, aussi bien totales que spécifiques. Ils sont abaissés. Un taux qui est augmenté d'IgE est associé à une augmentation de la probabilité de développer un asthme à tout âge. L'atopie, certes, elle est moins prévalente et on observe une diminution de la réactivité aux tests cutanés chez la personne âgée asthmatique, mais loin de là, la prévalence de l'asthme allergique, elle n'est pas nulle, donc comme on va voir dans les études publiées. Revenons à notre patiente, Madame Halima. Elle consulte pour une dyspnée stade 3. Elle est asthmatique depuis l'âge jeune. Elle est sous traitement palier 4, mais elle a un recours fréquent au bêta-2 courte durée d'action. La spirométrie, elle ne montre pas de troubles ventilatoires obstructifs réversibles, mais c'est une patiente qui est suivie pour asthme depuis le jeune âge. Elle répondait au départ aux corticoïdes inhalés, mais sans traitement, elle ne le prenait pas de façon régulière en l'interrogeant. Le tableau clinique d'asthme ancien, toujours il faut voir les spirométries anciennes, mais on n'a pas toujours cette possibilité que le patient il garde ses spirométries anciennes si elles ont été faites. Et tableau clinique, on a retenu l'asthme vieilli avec remodelage bronchique devant le tableau non réversible. Mais est-ce qu'on va retenir facilement ce diagnostic d'asthme vieilli? Non, tout simplement parce qu'on doit toujours se méfier de l'observance thérapeutique. On doit se méfier de la mauvaise technique d'inhalation malgré que le patient il est connu asthmatique depuis très longtemps. Et on va revenir sur ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une exposition allergénique importante? Est-ce que ça n'a pas changé d'habitat? Est-ce qu'elle n'a pas changé de ville? Qu'elle n'a pas eu un chat avec l'âge? Donc, est-ce qu'il y a d'autres comorbidités qui ont été associées? Avec l'âge, on devient plus obèse et on sait très bien la relation obésité et aggravation de l'asthme. La déformation thoracique avec l'âge, diminution de l'ampliation thoracique, de la compliance thoracique, ce qui entraîne une diminution plus importante de la fonction des muscles respiratoires, ce qui peut aggraver l'asthme. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome d'apnée obstructive de sommeil? Est-ce que ce n'est pas un simple reflux avec les autres médicaments que le sujet âgé va prendre? La rhinite, une rhinosinusite qui peut expliquer cette aggravation, une dépression, anxiété, une cardiopathie gauche associée qui peut aggraver le cours d'un asthme chez un sujet âgé. Les médicaments, est-ce que le patient il n'a pas commencé à prendre des bêta-bloquants non cardiosélectifs? Est-ce qu'il n'a pas commencé à prendre pour une hypertension artérielle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion pouvant être responsables d'une toux persistante chez le sujet âgé? Et bien sûr, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une pathologie associée? Un asthmatique, il peut faire de la BPC aussi, il est tabagique? Ou bien est-ce qu'il ne s'agit pas d'un NACO? Un asthmatique fait des surinfections à répétition et on sait très bien que la prévalence de la dilatation de bronches chez les sujets asthmatiques, elle n'est pas basse. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une forme particulière de l'asthme, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, qui est une forme particulière nécessitant une prise en charge particulière de l'asthme avec nécessité de corticoïdes oraux et d'antifongiques? Est-ce mon malade asthmatique, il a le droit de faire une PID, une pneumopathie infiltrative diffuse sur son asthme? Pourquoi pas, il ne va pas faire un cancer bronchogénique et pourquoi pas une simple
anémie pouvant expliquer cette dyspnée chronique chez notre patiente. Donc, avant de retenir tous ces diagnostics, il faut se poser ces questions, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire pour rechercher des signes cliniques de syndrome d'apnée obstructive de sommeil, des signes cliniques, des questionnaires qui existent, donc pour le SARS, pour le reflux gastro-œsophagien. Est-ce qu'il y a des signes de surinfection bronchique à répétition? Est-ce que mon malade ne devient pas orthopnéique et ça oriente vers une insuffisance cardiaque gauche? Est-ce qu'il ne présente pas des signes respiratoires atypiques, de l'asthme atypique, pardon, de l'asthme, c'est-à-dire hémoptysie ou douleur thoracique, une altération de l'état général? L'intérêt de rechercher toujours les signes extra-respiratoires est d'évaluer le score de l'anxiété et de la dépression. Il faut rester un très bon clinicien pour arriver à dire est-ce que c'est un asthme avec remodelage bronchique ou bien c'est secondaire à une autre pathologie ou comorbidité. Devant un asthme non contrôlé, avant de retenir un remodelage, il faut faire une radio de thorax, ne pas hésiter devant le doute de faire une TDM thoracique, de faire une NFS qui peut montrer une anémie qui peut expliquer la dyspnée chronique, comme elle peut montrer une hyperiosinophilie orientant vers des formes particulières de l'asthme. Un avis cardio, il est très important avec la réalisation de l'écho-cœur et la pro-BNP devant, si on pense vraiment, ou bien le moindre de doute, d'une insuffisance cardiaque qui vient se greffer chez un sujet âgé. La pH-métrie, elle est indiquée si on pense à un reflux gastro-œsophagien et on n'a pas trouvé d'explication à cette aggravation chez notre patiente. Donc, vous voyez, on ne doit pas retenir facilement, j'ai oublié, donc la polysomnographie également, elle peut, le SARS associé à l'asthme peut expliquer un non-contrôle. Donc, vous voyez qu'avant de retenir un asthme avec remodelage bronchique, on doit faire un bon interrogatoire et des investigations paracliniques qui vont orienter et nous dire est-ce que c'est un asthme non contrôlé avec remodelage ou bien c'est à cause d'autres comorbidités. Le traitement, on se base sur les recommandations du GINA. Notre patiente, elle était sous palier 4 de traitement. L'association d'anticholinergiques, d'antileucotriènes s'indique si on retient le diagnostic ou même une corticothérapie faible dose, mais je ne vais pas insister parce qu'on va parler par la suite. On revient à notre deuxième patiente. Notre deuxième patiente, elle est également âgée de 66 ans. Elle est sans antécédent, elle consulte pour une dyspnée, mais là, les symptômes, ils ont démarré il y a 2 ans. Symptômes qui sont faits par une dyspnée contenue stade 3, avec une toux sèche, mais avec des épisodes récurrents de sifflement thoracique. L'examen, c'est des bilans et la spirométrie, elle montre un trouble ventilatoire obstructif modéré qui est réversible sous bêta de mémétique. Un tableau atypique d'asthme veut la dyspnée chronique, mais on a cette récurrence de sifflement et ce trouble ventilatoire obstructif qui va nous dire est-ce que vraiment on est devant un tableau, est-ce qu'on retient le diagnostic de l'asthme ou bien avant de le retenir, il faut éliminer les autres diagnostics qui peuvent donner un trouble ventilatoire obstructif. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est un asthme, oui, mais on doit voir le tableau clinique de l'asthme de survenue tardive, un asthme de nouveau. Le tableau typique d'oppression thoracique avec sifflement thoracique, avec oppression, le réveil le matin avec cette gêne, la réversibilité sous bêta de mémétique, ce n'est pas un tableau fréquent, c'est un tableau rare. L'asthme de sujet âgé se manifeste par une dyspnée contenue, par parfois une toux persistante. Donc, on doit y penser chez un non-fumeur parce que chez le fumeur, en premier lieu,
on doit penser à la BPCO. L'asthme de sujets âgés, il survient le plus souvent dans un contexte infectieux viral. La symptomatologie, elle est plus intense, avec des crises dyspnéiques d'apparition brutale la nuit, des sibilances respiratoires dans un contexte infectieux. Et ces contextes, on a vu que l'immunité, elle diminue, les infections virales et bactériennes sont fréquentes. Et on a ce tableau de récurrence de symptômes qui nous laisse penser à une hyperréactivité bronchique non spécifique entrant dans le cadre d'infection virale, mais il faut également penser à l'asthme et pousser les investigations pour retenir ou éliminer ce diagnostic. Chez l'adulte, la symptomatologie, elle peut être trompeuse, ça peut être juste une diminution de l'activité, ça peut être des troubles de sommeil, ça peut être là juste une dépression. Donc, vraiment, pour penser à un trouble, devant un trouble de sommeil, à l'asthme, c'est pas typique et on n'y pense pas. On pense plutôt à un trouble de sommeil, à un SARS, à une dépression, à une anxiété, mais pas à l'asthme, alors que ce tableau, il est fréquemment décrit par les auteurs. Un deuxième problème, c'est la diminution de la perception de la dyspnée par la personne âgée. Elle peut être cause d'un retard de diagnostic et d'un retard à l'hospitalisation, ce qui augmente le taux de mortalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un sujet âgé qui vient avec une dyspnée, une toux, des épisodes de sifflement. J'insiste sur le fait qu'il faut bien caractériser la dyspnée. Est-ce que la dyspnée, elle est inspiratoire? Est-ce qu'elle est expiratoire? Bien ausculter le malade, ausculter aussi bien la trachée cervicale, la trachée thoracique, l'examen pleuropulmonaire, donc en postérieur. Il faut rechercher les signes expiratoires qui vont orienter vers d'autres pathologies. Est-ce que ce n'est pas un asthme entrant dans un contexte d'un syndrome de Churg-Strauss avec une atteinte neurologique, avec une atteinte digestive? Est-ce qu'il ne s'agit pas de syndrome de dyspnée sifflante dans le cadre d'une tumeur et dans ce cas, voir l'altération de l'état général, les signes autres signes extra-respiratoires associés? Il faut rechercher les autres atopies. Est-ce que mon patient il ne présentait pas auparavant une rhinite, une conjonctivite allergique? Est-ce que, je m'excuse, est-ce que mon patient ne présente pas une hypersensibilité à l'aspirine et aux INS et aux INS? Et dans ce cas, c'est un asthme tardif entrant dans le cadre de syndrome de Fernand-Vidal avec polypose. On recherche des signes d'obstruction nasale, donc une polypose naso-sinusienne. Et toujours on répète, toujours ce qu'on a lu, ce qu'on enseigne, tout ce qui siffle n'est pas toujours un asthme. L'imagerie pulmonaire en cas d'asthme de nouveau, un asthme tardif de nouveau. La radiothorax, elle doit être systématique. On insiste toujours pour l'asthme de sujets jeunes, il y a des diagnostics différentiels, mais également chez le sujet âgé, elle doit être systématique. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature, sur les papiers. Mais moi, je me dis, est-ce que pour un sujet âgé à l'âge de 65 ans, est-ce qu'on ne doit pas faire, et c'est une question que je me pose, et je pose pour l'assistance, est-ce qu'on ne doit pas faire une TDM thoracique devant tout asthme tardif, ou bien seulement en cas de moindre doute de diagnostic, ou bien si l'évolution n'est pas totalement favorable sous bêta-2 mimétique longue durée d'action et corticoïdes inhalés. Je m'excuse, donc l'évolution n'est pas totalement favorable sous traitement adapté de l'asthme. La spirométrie chez le sujet âgé. La spirométrie, on sait très bien que c'est l'examen clé pour le diagnostic de l'asthme, mais chez le sujet âgé, il y a une difficulté de la réalisation avec des troubles de la compréhension, en relation avec des troubles de la compréhension,
avec une atteinte motrice, parfois des atteintes neurologiques qui ne permettent pas aux patients de bien coopérer pour réaliser une bonne spirométrie. La même chose chez le sujet âgé, la norme de référence, elle n'est pas disponible et le rapport, comme on a vu avec le vieillissement, le rapport de Tifno, il est diminué, donc on doit faire une exploitation des valeurs ajustées donc en fonction de l'âge. La réversibilité de l'obstruction chez les patients asthmatiques âgés, elle est réduite en raison des changements structurels et réversibles des voies respiratoires à cause des remodelages des voies respiratoires. On a une diminution des récepteurs bêta-2 mimétiques et une diminution de la réponse aux bêta-2 mimétiques. Donc, on ne peut pas dire que le trouble ventilatoire, il est non réversible à cause de cette diminution de la réversibilité ou bien à cause de cette diminution de ces récepteurs. Là, sur cette étude donc publiée en Biomed Research International en 2020, sur une étude qui est pour voir les valeurs, la différence entre le early asthme, donc l'asthme à révélation précoce ou bien l'asthme de sujet âgé à révélation tardive. On voit bien sur ce tableau qu'il y a une différence très significative entre la valeur du VMS chez le sujet âgé, asthme tardif de nouveau, et l'asthme ancien avec remodelage bronchique, aussi bien sur les chiffres du VMS que sur la capacité vitale et du Tifno. Ils ont étudié également la DSCO qui est également plus basse chez le sujet présentant un asthme tardif de nouveau. Même une autre étude qui est publiée en 2019 qui a comparé la spirométrie chez les sujets jeunes et la spirométrie chez le sujet âgé, on voit bien qu'il y a une différence très significative entre les valeurs du VMS, de la capacité vitale, de Tifno, entre la réversibilité, le syndrome obstructif, il est moins réversible chez le sujet âgé avec asthme. Après la spirométrie, qui est l'examen clé pour le diagnostic de l'asthme, le test de provocation, malgré qu'on ne fait pas dans notre contexte, mais c'est bien à savoir que les tests de provocation à la méthacholine et au mannitol ne sont pas souvent utilisés chez le sujet âgé à cause des comorbidités cardiaques. Un test négatif, il exclut le diagnostic de l'asthme, mais un test positif, comme vous savez, ne peut pas retenir le diagnostic de l'asthme, c'est en fonction de la probabilité clinique. Le NO exhalé, malheureusement également, on n'en dispose pas dans notre pratique quotidienne. Il a un intérêt dans le diagnostic son intérêt dans le diagnostic positif, il n'est pas démontré à 100%. C'est plutôt après, c'est pour le suivi des malades sous traitement pour voir l'inflammation. Il est augmenté dans l'asthme à eosinophile, mais il peut être augmenté dans les autres causes des hypereosinophilies, notamment l'atopie. Chez le sujet âgé, cette étude donc publiée dans Biomed, on note que la valeur du NO exhalé, elle est plus élevée dans le groupe où l'asthme de sujet âgé est survenu de façon précoce que dans l'asthme late asthma, donc de survenu tardif de nouveau. Et ce qu'on a remarqué également dans cette étude, que la corrélation entre le NO exhalé et la sévérité de l'asthme, elle semble diminuer avec l'âge, donc elle n'a pas d'intérêt. Les tests cutanés, les IgE spécifiques,
est-ce qu'on réalise pas ces tests? Longtemps, on a parlé de l'asthme allergique qui ne peut pas être allergique chez le sujet âgé. Non, certes, la réactivité cutanée et le taux d'IgE, il diminue, mais il n'est pas nul. L'asthme, également d'apparition tardive, il peut être allergique. Certes, c'est dans l'asthme d'apparition précoce où on a cette nette prédominance allergique, mais on peut avoir des tests cutanés chez le sujet âgé. La positivité des tests cutanés, elle conforte le diagnostic de l'asthme sans pouvoir le retenir. Dans cette étude, donc publiée en 2018, on voit que l'asthme chez 234 sujets âgés, parmi eux, 50%, à peu près, donc c'était 47% des sujets ont un asthme allergique. Donc, l'asthme, il peut être allergique également chez le sujet âgé. Bien sûr, la fréquence de l'allergie, elle est plus augmentée chez le sujet jeune avec un P très significatif. À quel allergène on est sensible? C'est plutôt les acariens comme le sujet jeune et puis les moisissures et les autres allergènes. Dans cette étude publiée donc dans Biomed, qu'on a déjà vu, qui a comparé les sujets early asthma, donc les asthmes de sujets âgés survenus de façon précoce et l'asthme de nouveau, on note que l'atopie, elle est plus fréquente chez le sujet dans l'asthme d'apparition précoce, l'atteinte donc history of asthma, donc l'atteinte familiale, l'histoire d'asthme dans la famille, l'allergie, la rhinite, elle est plus fréquente et l'allergie, l'eczéma, elle est plus fréquente chez le sujet. Donc, un terrain atopique, il est vu plus dans l'asthme d'apparition précoce, mais l'asthme allergique peut se voir également chez les sujets âgés dans l'asthme tardif de nouveau. Quand on parle d'asthme, on a déjà dit que tout ce qui siffle n'est pas toujours un asthme. On doit penser au diagnostic différentiel. Ça peut être un tableau associé à un trouble ventilatoire obstructif, BPCO, l'insuffisance cardiaque, c'est deux étiologies fréquentes de diagnostic différentiel de l'asthme, mais ça peut être également des dilatations de bronches, des bronchiolites constructives, des lésions endobronchiques, un syndrome hyperiosénophilique, la sarcoïdose endobronchique, les pneumopathies d'hypersensibilité. Parfois, le diagnostic différentiel, il se pose avec un dysfonctionnement des cordes vocales, un syndrome d'hyperventilation, même si ce syndrome il est plus fréquent chez le sujet jeune, ainsi que le dysfonctionnement des cordes vocales, c'est plutôt des diagnostics différentiels plus fréquents chez le sujet jeune. D'autres pneumopathies infiltratives diffuses peuvent prêter à confusion avec l'asthme. Je vais parler de l'asthme cardiaque. L'association donc insuffisance cardiaque et ses bilans, c'est ce qu'on a étudié il y a longtemps, c'est l'asthme cardiaque. C'est le pseudo-asthme cardiaque. Il représente un tiers des formes cliniques des patients âgés. Donc, un tiers des patients qui ont une insuffisance cardiaque peuvent se présenter avec des sébilans et le diagnostic peut prêter à confusion avec un asthme bronchique. Cette insuffisance cardiaque, elle peut être liée à une coronariopathie, à une hypertension artérielle, à une dysfonction ventriculaire gauche secondaire, à une hypertension artérielle dans le cadre d'une insuffisance respiratoire sévère. Pourquoi on a ces bilans? Parce qu'on a un œdème bronchique qui s'y associe à une hyperréactivité bronchique responsable de ce tableau clinique de ces bilans. Le tableau prête à confusion parce qu'on a moins de crépitants, on a moins d'orthopnée, la symptomatologie elle a une recrudescence nocturne, ce qui nous laisse penser à l'asthme. Sur la radiographie, on n'a pas une cardiomégalie le plus souvent
Et quand on donne des anticholinergiques et des bronchodilatateurs, on a une amélioration des symptômes, ce qui peut prêter à confusion avec le diagnostic d'asthme. Si le patient il est admis en dehors d'un trouble ventilatoire aigu, en dehors d'un tableau aigu, on a une baisse de la capacité vitale des VMS, mais sans avoir un TVO. Le NO exhalé dans les études qui ont été faites, il est augmenté, mais ça ne permet pas de différencier. L'intérêt, donc, dans ce cas, de l'écho-cœur, mais surtout du pro-BNP, sans oublier que l'association, elle peut exister. Donc, un malade qui est vu chez un cardiologue, chez qui on pense à un asthme, même si le symptôme il peut être dû à l'insuffisance cardiaque, il doit être adressé à un pneumologue, et même un patient qui est suivi chez un pneumologue pour un asthme où on doute sur le diagnostic d'asthme, on doit envoyer au cardiologue pour voir est-ce qu'il ne s'agit pas d'un asthme cardiaque associé ou bien un diagnostic différentiel, il ne s'agit que d'une insuffisance cardiaque gauche. Après avoir parlé de l'insuffisance cardiaque gauche qui pose un problème de diagnostic différentiel chez le sujet âgé, un asthmatique qui fume ou bien c'est une BPCO qui est allergique, la question elle est là, ou bien c'est le fameux syndrome ACE. Là, tableau que vous connaissez très bien, on a dans le cas typique la date de début, moins de 20 ans, plus de 40 ans, les symptômes persistants. Là, le scanner, il n'y a pas d'emphysème dans l'asthme, l'emphysème avec dans la BPCO. Mais loin de là, le tableau, il n'est pas toujours typique. Et on a parfois des atypies ou bien pourquoi pas, il ne s'agit pas de ça tout simplement, de ce qu'on a décrit, on connaissait cliniquement, mais ce qu'on a décrit sur le GINAS, sur le GOLD de 2017, c'est le chevauchement asthme BPCO se caractérise par une limitation persistante de l'écoulement de l'air avec plusieurs caractéristiques habituellement associées à l'asthme et plusieurs caractéristiques liées à la BPCO. Sincèrement, je ne sais pas, est-ce qu'on va mettre ça dans les diagnostics différentiels? Est-ce que dans les problèmes diagnostiques de l'asthme? Mais je ne pouvais pas ne pas parler. Et ACO, excusez-moi le S, parce que depuis 2019, on ne parle pas d'ACOS, mais on parle d'ACO. L'ACO, il survient, donc ça peut poser un problème de diagnostic différentiel avec l'asthme, chez le sujet âgé, puisqu'il survient après l'âge de 40 ans. Les symptômes, ils sont qui chevauchent des symptômes d'asthme avec la réversibilité, avec qui est un peu trouble ventilatoire obstructif persistant, mais qui répond un peu. Donc, vraiment, je ne vais pas insister maintenant sur ce phénomène, mais on peut parler dans la discussion. L'asthme peut poser un problème de diagnostic différentiel avec d'autres pathologies. Là, c'est un patient du service âgé de 66 ans. Il est diabétique. Il est suivi pour asthme depuis 4 ans. Un asthme palier 4. Spirométrie, trouble ventilatoire obstructif sévère réversible. Il est non contrôlé avec cure répétée de corticoïdes oraux. La NFS, il a une eosinophilie, limite 630 éléments par millimètre cube. Elle est un peu augmentée. Donc, devant ce non-contrôle de l'asthme, on a fait une radiographie thoracique qui n'a pas montré grand-chose, mais on a fait un scanner qui va montrer des lésions de verre dépoli qui sont périphériques. Ça peut prêter à confusion dans l'état actuel des choses avec le Covid. Sincèrement, si ce scanner a été fait actuellement, donc pendant cette pandémie, on va parler plutôt de Covid et on va s'appuyer sur faire une sérologie, une PCR Covid. Donc, vous voyez le verre dépoli périphérique.
Qu'est-ce qu'on a fait chez ce patient devant ce verre dépoli périphérique? Premier diagnostic qu'on a évoqué, c'est un poumon eosinophile. On fait une fibroscopie, excusez-moi la faute d'orthographe, la fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire, il était eosinophilique à 15%, diagnostic de poumon eosinophile retenu, corticothérapie orale avec un E, avec une bonne évolution. Le scanner de contrôle montre presque une disparition des zones de verre dépoli qui existaient en périphérie. Il reste un petit, vous allez voir, un petit foyer de condensation au niveau de la base droite. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un poumon eosinophile et là, le traitement, ce n'était pas un asthme bronchique allergique de sujet âgé, mais plutôt son asthme entre dans le cadre d'un poumon eosinophile. Madame Khouria, c'est une patiente qui est âgée de 65 ans qu'on vient de voir au service il y a 2 semaines. Hypertension artérielle sous IEC, épisode de sifflement aux pressions thoraciques il y a 5 ans, traité par corticoïde oral, association corticoïde inhalé fort, dose là-bas, arrêté au bout d'un mois devant l'amélioration. Il y a 1 mois, un début aigu, sifflement, dyspnée contenue. Traitement par corticoïde oral, la même chose, corticoïde. Amélioration non complète, peur d'infection, 2 PCR négatifs et elle fait un scanner thoracique. Elle vient avec son scanner thoracique qui ne montre pas des lésions de Covid, mais montre des lésions en verre dépoli, de nodules avec des images en mosaïque réalisant par, je ne sais pas si vous voyez, par endroit un aspect au mosaïque. Je vais rediffuser. Donc, il ne s'agit pas d'un asthme, malgré le traitement qu'il a amélioré la première fois. Et pourquoi je dis, donc vous voyez les images de piégeage avec un aspect de mosaïque et des images en verre dépoli. Ce n'est pas le Covid, c'était l'interrogatoire qui nous révèle que la dame, malgré qu'elle habite à Fès, la ville, poule, canard à la maison. Spirométrie, elle montre un trouble ventilatoire d'allure restrictive, une désaturation au test de marche, fibroscopie avec lavage, on note il était lymphocytaire à 33%, on a retenu le diagnostic de PHS. La patiente, elle est depuis 2 semaines sous corticothérapie avec une très bonne évolution. Permettez-moi de partager avec vous également ce diagnostic, donc ce dossier de ce patient qui est âgé de 63 ans, qui présente depuis 9 mois une dyspnée avec des sifflements thoraciques. Il est mis sous traitement d'asthme sans amélioration. Il a été admis aux urgences devant une aggravation aiguë, mis sous traitement d'exacerbation sans amélioration. Quand on voit le patient, il a plutôt un wheezing, sa radiographie thoracique, elle est normale. On réalise un scanner thoracique qui va montrer des lésions endobronchiques, je reviens. Vous voyez, donc au niveau de la trachée, la partie inférieure et jusqu'au niveau de la carène, il y a ce processus en endobronchique. On fait donc sur les coupes analysées, on voit cette lésion de densité tissulaire au niveau de bas de la trachée avec des lésions au niveau des bronches souches. L'endoscopie bronchique, on note cet aspect irrégulier et bourgeonnant de la trachée. La biopsie a montré un aspect histologique de lymphome. Ces images, ils sont prises après la mise
en place de prothèses en Y. Je vais diffuser un peu. Donc, avec une bonne évolution après la mise en place d'une prothèse qui a permis de soulager le patient en attendant de recevoir sa chimiothérapie. Un autre cas ancien, publié par le service, donc une femme de 60 ans, apparition de symptômes depuis 3 ans de sifflement thoracique, pas d'atopie, pas de signe ORL, pas de facteur déclenchant, pas de signe extra-respiratoire, mise sous traitement d'asthme pour sifflement. La radiographie thoracique jugée au départ normale, mais quand on voit l'aspect de la trachée, c'est pas très bien visible, mais on voit un aspect irrégulier de la trachée. La spirométrie qui avait montré un trouble ventilatoire obstructif, mais qui n'est pas réversible sous bêta-2 mimétique, mais en analysant, en voyant l'aspect de la spirométrie avec un aspect de plateau, et là c'est la lésion endobronchique avec la lésion sur le scanner, la lésion tessulaire, diminuant le calibre de la trachée, et c'était une amylose. Notre dernier cas du service, qui date de 1 mois, une dyspnée avec sifflement thoracique. Elle est prise en charge dans une clinique pour asthme, exacerbation d'asthme, résistante au traitement, wheezing audible à distance, mais ce wheezing, il était intermittent, on auscultait le matin, on ne trouve rien, et après on nous appelle, elle fait une crise. La radio thoracique, TDM thoracique normale, on a pensé à une trachéobronchomalacie, un dysfonctionnement des cordes vocales, fibro indiqué, processus endotrachial inférieur obstruant presque complètement la branche souche gauche et infiltrant la branche souche droite. Et si on regarde bien la trachée a posteriori, on a une diminution du calibre de la branche souche et de la partie basse de la trachée. A posteriori, et je vais défiler le scanner comme quoi, le scanner, il a été très bougé, on n'a pas fait attention. Le radiologue qui a interprété, il n'a pas fait attention. C'est en faisant ces coupes de reconstruction, on note la présence de lésions trachéales. Donc, regardez le calibre de la branche souche. Biopsie faite chez cette patiente, malheureusement, on n'a pas récupéré le résultat. Elle a décédé avant de récupérer le résultat. Donc, chose qui veut dire on ne doit pas retenir le diagnostic d'asthme de sujet âgé facilement, mais on ne doit pas oublier ce diagnostic. Le traitement de l'âge de sujet âgé, on n'a pas de guideline spécifique au sujet âgé de plus de 65 ans. Les études, ils ont été faites chez l'adulte de moins 60 ans, quand on voit le GINA, quand on voit les articles publiés. Est-ce qu'il y a des particularités dans le traitement? Le traitement qui se base sur les recommandations de GINA en fonction du palier, mais est-ce qu'il y a des particularités? Moi, je parlerai des particularités des techniques d'inhalation, de l'observance, la mauvaise technique liée à la mauvaise compréhension, à l'atteinte motrice. Et je n'oublie jamais une dame qui consultait pour asthme non contrôlé. Elle était on écrit toujours sur l'historique du dossier de la patiente, malade sous traitement à la chambre d'inhalation. Je demande à la malade de me montrer comment faire. J'étais vraiment, comment j'ose dire, la malade, elle avait une TR avec déformation des doigts, elle ne pouvait pas tenir sa chambre d'inhalation, donc c'était la cause de non-contrôle de son asthme. Donc il faut faire très attention. Des malades avec des pathologies neurologiques, avec des paralysés faciales, donc c'est des particularités de sujets âgés. La mauvaise observance,
quand on a plusieurs médicaments, des médicaments pour le diabète, pour l'hypertension, pour autres pathologies, ça ne permet pas une bonne observance, la dépression élevée, le déni de la maladie, la faible perception de symptômes, ce sont des causes de non-contrôle de sujets, ce sont des particularités de sujets âgés. Corticothérapie inhalée et asthme de sujets âgés, là c'est la pierre angulaire, mais elle est moins efficace dans l'asthme neutrophélique, d'où la nécessité de fortes doses. Forte dose supérieure à 1000 microgrammes, risque d'ostéoporose, de cataracte. Donc, il faut diminuer l'absorption systémique des corticoïdes inhalés en utilisant des inhalateurs de poudre sèche, prescrire les chambres d'inhalation, des sprays autodéclenchés, on n'a pas, des nébulisations, même des corticoïdes, se rincer la bouche après la prise. En cas de dose forte, même en corticothérapie inhalée, il ne faut pas oublier de prescrire, chose sincèrement qu'on ne fait pas, de prescrire du calcium, de la vitamine D, et il faut éviter les autres médicaments qui favorisent l'ostéoporose, comme l'aluminium, l'IZPP, les tétracyclines. Corticoïdes oraux, ils sont recommandés dans le palier 5 selon le GINA. De nombreux effets secondaires, l'ostéoporose, l'obésité, le diabète, l'amincissement de la peau. Il faut prescrire la plus petite dose efficace et utiliser les corticoïdes de demi-vie courte. Il faut limiter aux patients qui pourraient avoir plus d'avantages que d'effets secondaires. Les antileucotriennes sont indiqués dans l'asthme, donc dès le palier 3 de l'asthme, en association avec les corticoïdes inhalés. Chez le sujet âgé, leur utilisation paraît intéressante en cas d'association avec l'intolérance à l'aspirine. Comme médication addition, on peut l'ajouter pour diminuer les effets secondaires des corticoïdes inhalés. L'administration en prise unique permet une bonne observance. Les anticholinergiques, si la réponse au bêta-2 elle est diminuée, la réponse aux anticholinergiques elle est préservée avec l'âge. Ils sont indiqués donc selon le GINA dans les étapes, le palier 4 et 5 avec une preuve A. Il faut faire attention chez les patients avec glaucome et hypertrophie de la prostate. Ils ont une bonne tolérance, mais ils sont pour les bêta-2, les anticholinergiques de courte durée d'action, l'ipratropium, il est jugé moins efficace que les bêta-2 mimétiques courte durée d'action dans le traitement des exacerbations. Les bêta-2 mimétiques courte durée d'action, on a une réduction de la réponse au bêta-2 par l'altération de l'affinité au récepteur, comme ça a été déjà dit, mais c'est le traitement de pointe des exacerbations chez le sujet âgé, malgré que chez le sujet âgé, on assiste à une mauvaise tolérance ou bien moins bonne tolérance que le sujet jeune avec des tremblements et des tachycardies. Les bêta longue durée d'action, malgré qu'il y a des risques plus élevés chez le sujet âgé de tachycardie, d'arythmie, d'allongement de l'intervalle QT, secondaire au bêta-2 mimétique ou bien à l'hypokaliémie qui provoque. Ils sont responsables de crampes musculaires, mais ça reste un traitement incontournable de l'asthme. Ça permet de diminuer la dose des corticoïdes inhalés, mais il faut faire attention chez le sujet cardiaque. On ne peut pas parler de contrôle de l'environnement, les aéroallergènes, les polluants chez le sujet âgé comme chez le sujet jeune. L'arrêt du tabac, la vaccination, elle est recommandée contre la grippe avec une forte preuve, contre le pneumocoque, mais ça ne reste pas avec une forte preuve dans l'asthme de sujets âgés, mais vaccination antipneumococcique, dans tous les cas, elle est indiquée chez le sujet âgé. Il faut promouvoir la prise en charge multidisciplinaire des comorbidités que présente le sujet. Pour conclure, l'asthme de sujet âgé présente un défi pour tout pneumologue à cause d'un mauvais diagnostic, d'un sous-diagnostic,
d'un sous-traitement, de comorbidité fréquente, d'une réponse médicamenteuse potentiellement plus faible et l'éducation thérapeutique, elle est plus difficile chez le sujet âgé. Et je vous remercie. J'espère que je n'étais pas longue. Alors, merci beaucoup, professeur Amara, pour cet exposé très riche, clair et précis. Nous remercions également tous les participants et il y a quand même pas mal de questions. Alors, je commence par les deux premières questions. Voilà. Alors, la première question vient du docteur Taïb Abdullah, qui demande est-ce que la nécessité pour les cardiologues d'envoyer les malades asthmatiques chez le pneumologue. Et docteur Abdelkrim Moumen qui demande est-ce qu'on peut réaliser les prick tests allergiques de 7 à 77 ans, comme l'a chanté Monsieur Sardou. D'accord, je pense que je réponds au fur et à mesure, comme ça pour ne pas oublier les questions. Donc pour la première question, cardiologue envoyé chez le pneumologue, ça reste, c'est nécessaire. Parce que malheureusement, on voit parfois des ordonnances de cardiologues qui suivent des malades pour des pathologies cardiaques avec des traitements d'asthme et généralement c'est des traitements paliers 4 ou bien même en association corticoïdes inhalés là-bas et anticholinergiques alors qu'on n'a pas que le patient il n'a pas vu de pneumologue pour poser ce diagnostic. Comme j'insiste sur ce fait, j'insiste également sur le fait que le pneumologue, devant tout doute diagnostic ou bien de penser à une comorbidité, à une insuffisance cardiaque, il doit adresser le malade chez le cardiologue pour retenir ou éliminer une insuffisance cardiaque. Pour Dr Moumen, pour la question sur les prick, sincèrement, moi aussi, avant cette revue bibliographique, je me dis réaliser des tests cutanés chez un sujet âgé. D'autant plus que chez le sujet âgé, l'objectif, si c'est l'immunothérapie allergénique, elle n'a pas montré d'efficacité chez le sujet âgé. Donc, ce n'est pas dans cet objectif qu'on réalise, mais c'est pour conforter ce diagnostic d'asthme. Puisqu'on voit qu'une proportion élevée d'asthme de sujets âgés, elle est allergique. On sous-estime cette proportion, c'est pourquoi dorénavant, je réaliserai ces tests pour conforter le diagnostic, mon diagnostic d'asthme, et voir est-ce que l'asthme est allergique, au moins pour l'éviction. Certes, ce n'est pas pour l'immunothérapie allergénique, mais pour l'éviction. Oui, alors la troisième question vient de notre ami Mohamed Stouli. Donc, il demande quel est le seuil de baisse de la réversibilité au bêta-2 mimétique pour la personne âgée. Pour le VMS, oui, le seuil du VMS ou bien de la réversibilité. Donc, si pour le VMS, c'est de 25 à 30 millilitres chez le sujet âgé, pas chez le sujet asthmatique. Tout sujet âgé, donc, on a une baisse du VMS et de la capacité vitale de 25 à 30 millilitres. Pour la baisse du seuil de réponse donc, des récepteurs au bêta-2 mimétique, là, je n'ai pas trouvé des chiffres. Et ces études, c'est des études anciennes qui ont été réalisées, qui parlent de cette baisse de seuil de réponse au bêta-2 mimétique courte durée d'action. Oui. Il y a docteur Belmlihan qui pose la question comment on pose le diagnostic du syndrome d'hyperventilation. Le syndrome d'hyperventilation, il y a des critères, si je prononce un questionnaire de Nijmegen, donc sur lequel on se base pour poser ce diagnostic de syndrome d'hyperventilation. Donc, quand on voit le patient, il a fréquence respiratoire augmentée, si on assiste à la crise, on a une midriase, donc il y a des troubles sensitifs et des troubles neurologiques
neurologique, mais j'ai pas devant moi le tableau. C'est en fonction d'un score. Donc, c'est le score de Nijmegen qu'on trouve facilement sur Internet. Et c'est un syndrome qui est plus fréquent, sincèrement, chez le sujet jeune, chez la femme jeune. Et alors, la prochaine, c'est une remarque de notre ami Stouli. Bon, oui, c'est judicieux. Et il dit qu'il faut remettre en cause le diagnostic d'asthme chez toute personne qui n'a jamais été traitée pour un asthme auparavant. Oui, bien sûr. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai commencé ma présentation, j'ai dit, est-ce que l'asthme de sujet âgé existe? Est-ce qu'après 65 ans, on va penser au diagnostic de l'asthme? Oui, on doit y penser. Et on voit cette revue de la littérature, on n'en pense pas. C'est pourquoi il est sous-diagnostiqué. Mais on doit penser au diagnostic différentiel parce qu'on ne doit pas faire un mauvais diagnostic. Et c'est les cas que j'ai présentés qui sont sous traitement pendant 6 mois, 9 mois, donc en fonction de cas, alors que ce n'était pas de l'asthme. Donc, toujours, avant de retenir ce diagnostic, il faut se poser la question 1000 fois avant de retenir le diagnostic de l'asthme. Mais on ne doit pas passer à côté et dire que c'est une insuffisance cardiaque et on adresse le malade au cardiologue et on retient le diagnostic, qui retient le diagnostic d'insuffisance cardiaque et prescrit en même temps des bronchodilatateurs longue action et des corticoïdes inhalés. Alors, la prochaine question, c'est la même question qui vient du docteur Belmihana et docteur Hamid Mziani, qui demande la durée de la corticothérapie dans le poumon éosinophile. La durée de la corticothérapie de poumon éosinophile, c'est en fonction des sujets. Par exemple, le patient que j'ai présenté, c'est un patient actuellement en arrêt de traitement. Mais chez ce patient, on avait démarré le traitement. À 6 mois, on a arrêté. Il a repris les symptômes, on a refait le scanner, on a retrouvé les mêmes lésions. Donc, on était obligé de reprendre la corticothérapie. Donc, la durée, pour certaines personnes, on arrive à arrêter, mais pour la plupart, on n'arrive pas. On garde une dose minima efficace, la dose sous laquelle le patient il est contrôlé, il est asymptomatique. Il est asymptomatique. Docteur Stouli pose une autre question sur l'aspect de la spirométrie chez le patient qui avait la pathologie trachéale. Est-ce qu'on peut, je n'ai pas compris, pour la courbe débit-volume, enfin je ne sais pas, l'aspect peut-être, il demande sur l'aspect de la courbe débit-volume. Donc, pour la spirométrie, donc, si on parle de la littérature, c'est le plateau inspiratoire. Donc, on peut avoir le trouble ventilatoire obstructif, on peut le voir, mais ce qui est manifeste, c'est ce plateau inspiratoire. Sincèrement, chez les patients qu'on a reçus, ils n'avaient pas de spirométrie en dehors de l'ancien cas d'amylose où il y avait cette spirométrie qui montrait un plateau inspiratoire qui est orienté dès le départ vers une origine haute, une origine trachéale. Oui. Alors, docteur Mikwa vous demande, est-ce qu'on peut désensibiliser le sujet âgé? Là, non, je pense que j'ai déjà dit que les études, ils n'ont pas montré d'efficacité d'immunothérapie allergénique chez le sujet âgé. Du coup, elle n'est pas indiquée chez le sujet âgé. Oui. Même si l'asthme est allergique. Alors, docteur Imandari vous demande si l'allure de la courbe est-elle à prendre en considération pour le diagnostic et la réponse positive au traitement de fond. J'ai pas compris. Est-ce qu'elle veut dire dans le cas d'origine trachéale ou bien dans… Non, ça c'est enfin l'allure de la courbe, oui. Oui, bien sûr, on a certains éléments qui orientent, par exemple, entre
asthme et BPCO, l'allure de la courbe avec la cassure chez le patient emphysémateux, ça oriente vers le diagnostic de BPCO, la cassure, ça oriente vers l'asthme, vers la BPCO, pardon. L'aspect concave de la courbe, ça oriente vers l'asthme, mais quand l'asthme, il devient sévère avec un remodelage bronchique, ça peut nous donner l'aspect de la courbe de la BPCO. C'est pourquoi il faut insister sur la symptomatologie clinique. Est-ce que les symptômes, ils ont apparu à l'âge jeune avec cette récurrence des symptômes? Donc, il faut voir tout le tableau clinique avant de retenir asthme et BPCO. Parfois, la difficulté, elle reste là et on est sur le phénomène ACO. Oui. Alors, docteur Abdeslam Mourdi demande est-ce qu'il faut réaliser un scanner thoracique systématiquement chez un sujet de plus de 65 ans en cas de doute de diagnostic d'asthme. Sincèrement, si vous avez vu quand j'ai mis ma diapo, quand on voit la littérature, il recommande de faire une radiographie thoracique. Mais sincèrement, dans ma pratique courante et dans notre aptitude dans le service, un sujet âgé chez qui on suspecte le diagnostic de l'asthme, avant de le retenir, on fait un scanner thoracique pour ne pas avoir des surprises par la suite. Donc, je préfère et j'indique la réalisation de scanner thoracique. Très bien. Alors, docteur Nadia Bennouna demande est-ce qu'il y a un risque de rétention d'urine et de glaucome? Enfin, est-ce que le risque de rétention d'urine et de glaucome est vraiment réel chez le sujet qui prend le thiotropium? Oui, c'est un risque. C'est un risque écrit. Et d'ailleurs, au départ, c'était même dit par les représentants, il faut ne pas le donner chez le sujet qui a un adénome de la prostate ou bien il a un glaucome. Mais là, sur les articles récents, on voit que c'est une précaution d'emploi. D'accord. Docteur Fouzia Boukantar demande sur la dose des anticholinergiques chez le sujet âgé et que pensez-vous du nouveau vaccin antigrippal? La dose, c'est la même dose. Il n'y a pas de différence de dose entre le sujet âgé des anticholinergiques. Le vaccin antigrippal, peut-être ça mériterait une autre discussion, mais c'est un vaccin pas comme les autres parce que c'est un tétra, mais on l'a préconisé chez nos patients et chez nos parents qui sont âgés. Donc, je pense que là, ça entre dans une autre discussion, Inch'Allah. Ouais. Docteur Khalifa Oudah demande est-ce qu'il y a une possibilité d'association d'une rhinite allergique et asthme du sujet âgé? Oui, bien sûr. C'est le même tableau chez le sujet jeune et le sujet âgé qui a un asthme allergique. Et si vous vous rappelez de l'étude que j'ai mis qui compare l'asthme de sujets âgés et de sujets d'apparition tardive de nouveaux ou bien anciens, vieillis, la fréquence, certes, elle est diminuée, mais c'est pourquoi je dis dans l'interrogatoire, je dois rechercher la notion d'atopie, soit rhinite, conjonctivite, qui peut dater de plusieurs années et le sujet, il ne va présenter de l'asthme qu'après 65 ans. Donc, c'est le même tableau de l'asthme allergique chez le sujet jeune. Docteur Naïma Bencher demande le diagnostic retenu chez la première patiente et le traitement prescrit. La première patiente, on avait retenu l'asthme vieilli et je n'ai pas entré dans le détail. C'était une patiente qui présentait également une obésité, qui expliquait également le non-contrôle. Donc, on a ajouté un anticholinergique et elle a répondu. Docteur Mohamed Moussati demande quelle est la proportion des asthmes qui régressent à l'âge adulte. Ce qu'on retrouve plutôt dans la littérature, ou bien de notre pratique courante, c'est cet asthme de l'enfance qui disparaît à l'âge adulte. Donc là, la proportion des sujets qui dit, parce que là, on est adulte, des sujets âgés de plus de 65 ans, je n'ai pas retrouvé de données.
Docteur Taoudi Junior, comment poser ce diagnostic dans les pays où l'espérance de vie est faible, comme à Kinshasa? Je ne sais pas, sincèrement. Moi, j'ai mis la première diapo, c'est pour tirer l'attention chez les sujets, parce qu'on voit de plus en plus de sujets âgés dans notre consultation. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai choisi le sujet âgé. On voit de plus en plus de sujets âgés de plus de 60 ans, on pense, mais dans tous les cas, espérance de vie faible dans les pays, on ne va pas voir les patients. Oui, oui. Ben, c'était la dernière question. Ben, il y a beaucoup de confrères qui vous remercient. Effectivement, l'exposé a été très clair, très enrichissant. Oui, il y a une autre question qui vient d'arriver. Du docteur Warsani Aziz, l'intérêt de la mesure de la résistance des voies aériennes par la technique des oscillations forcées, souvent utilisée en Europe, qui ne dépend pas de la coopération. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la mesure de résistance des voies aériennes, oui, c'était une technique qui est utilisée, à ma connaissance, en France pour l'enfant, surtout pour l'enfant. Donc, mais également, on peut l'utiliser chez le sujet adulte. Je n'ai pas trouvé sincèrement d'article en parlant de ça. Oui, ça peut être une technique pour le sujet âgé, mais est-ce qu'il existe là, la question qui va se poser, est-ce qu'il existe des valeurs de référence chez le sujet âgé? On a des valeurs de référence chez l'enfant, mais chez le sujet âgé, je ne sais pas sincèrement. Ben écoutez, professeur Bouchra Amara, on vous remercie infiniment pour cet exposé qui a été très clair, très enrichissant. Merci à vous, merci à tous les participants. On remercie les participants. Et on remercie également les laboratoires Cooper de nous avoir permis de se réunir ce soir. Merci à vous, docteur Amara. Merci pour votre intervention claire, riche et pertinente. Merci. Très enrichissant. Merci, docteur Bouayed. Voilà. Avec plaisir. De ce webinaire et merci à toute la présente et à la prochaine, Inch'Allah, pour notre webinaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Très bien. Bonne soirée. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Inch'Allah. Merci. On espère se revoir en présentiel. Inch'Allah. Ça nous manque. Ça nous manque. Bien. Allez, merci. Bonne soirée. À très bientôt.